L'élu s'appelle Hubert Velud. Les Léopards de Saint-Camille qualifiés pour le 32e de finale de la Coupe du Faso et les étalons logés dans le groupe B des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Monsieur, dames, bonsoir et merci de nous retrouver pour Sport 3, l'émission au cœur de l'actualité sportive sur le groupe Watt FM 3 TV, la télé interactive. Et pour les parties interactives, Ibrahim Kabré est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ibé. Bonsoir à vous, bonsoir à tous. Ibé, à l'heure aujourd'hui. Oui, comme d'habitude, ça a été une exception. Et je vous avais aussi promis que ça allait être la dernière fois et vous avez eu les raisons. L'exception n'étant pas donc la règle. De l'autre côté, nous avons Adama Salambéré. Salambéré, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Salambéré qui a dû donc laisser la cravate ce soir à la maison, vous l'aurez sans doute remarqué, nul besoin de le préciser, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, parce que là, tu sais qu'aujourd'hui c'est vendredi et nous sommes dans un mois béni de carême, oui. Donc il faut bien être décontracté et puis ben voilà. Ça inspire que la vie. Et de l'autre côté, nous avons donc le jeune Stéphane Bassalia Ouattara. Stéphane, bonsoir. Bonsoir William, comme d'habitude, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Et de l'autre côté, l'homme capable d'obliger Adama Salambéré à laisser sa cravate à la maison, Isaka Ilbodo. Isaka, bonsoir. Bonsoir William, bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, merci à vous. On donc se plonge directement dans cette émission, le décor ayant déjà été planté, nul besoin de revenir sur donc les grands titres, mais l'actualité en ce jour, c'est bien entendu la nomination du Français Hubert Velud en qualité de sélectionneur des étalons du Burkina Faso. Et cette nouvelle est tombée peu après 12 heures et bien entendu, nul besoin de vous préciser que du côté donc de 3 TV, on s'est rapidement penché sur donc la carrière de cet entraîneur. Un portrait d'Hubert Velud dressé pour vous par Assami Tiemtouré. C'est au Français Hubert Velud que revient la lourde tâche de succéder à Kamou Malo. Velud compte à son actif plus de 70 matchs internationaux disputés sur le continent. Peu connu sur le terrain, Hubert Velud est parvenu à qualifier 2 pays pour la CAN, mais n'a malheureusement jamais pris part à la phase finale. Avec le Togo pour la CAN 2010, il est dans le bus au moment de l'attaque de Cabinda. En décembre dernier, il se voit viré de la sélection soudanaise pour des résultats insuffisants lors de la Coupe arabe. Titulaire d'une licence pro de l'UEFA, cet ancien gardien de but du stade de Rennes a surtout bourlingué à la tête de plusieurs clubs en Algérie où il sera champion de l'USMA, au Congo avec le TP Mazembe. Chez les Corbeaux, il remporte la Coupe CAF et la Super Coupe de la CAF. Avec l'Étoile du Sahel de Tunisie, il atteindra la demi-finale de la Ligue des Champions. On l'aura remarqué, Hubert Velud a fait l'essentiel de son parcours sur le continent africain et jouit d'un palmarès plus qu'honorable. En France, son pays, il a également dirigé le Créteil Lusitanos en Ligue 2 et Clermont Foot en National. Technicien chevronné, Hubert Velud est également reconnu pour donner des chances à des jeunes joueurs. Nommé ce 22 avril comme sélectionneur des étalons, Hubert Velud aura pour mission essentielle de remobiliser le groupe étalon afin de lui assurer la qualification pour la prochaine CAN. Voilà, Hubert Velud, 5e Français sur ces 30 dernières années, a récupéré le banc des étalons après Philippe Troussier, Jean-Paul Rabier, Bernard Simondi, Guénot Ro. Velud donc succédera à Kamou Malo, première mission, qualifier les étalons pour la CAN 2023. Mais on peut, sans risque de se tromper, se dire que Velud n'était pas le coach attendu, n'est-ce pas, Isaka Ilboudou? Oui, au regard quand même de ces dernières informations qu'on avait en toile de fond, je peux dire que c'est quand même une grosse surprise que son nom sorte en tant que celui qui rafle la mise au dernier moment. Voilà, il y avait des noms voilà, il y avait des noms comme Philippe Troussier, voilà, il y avait plein de noms, mais bon, franchement, moi personnellement, j'ai été un peu surpris de son choix. Maintenant, bon, le choix il est fait, on va l'analyser et puis on regardera. Il n'a jamais disputé un seul match en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, même si c'est lui qui avait assuré aux éperviers du Togo leur qualification pour la CAN 2010. L'attaque de Cabinda obligeant, Velud n'a donc pu prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations. Un mois avant celle de 2021, il se faisait virer par la Fédération soudanaise de football. IB, l'expérience dont on parlait pour donc occuper le poste n'a visiblement pas été retenue comme le critère essentiel. Velud arrive, il va qualifier l'équipe, il connaît les éliminatoires, mais il ne connaît pas encore la phase finale. Oui, c'est vrai, mais il ne faut pas également occulter que
C'est sur la base donc d'un certain nombre de critères et sur 64 candidatures actées. Il faut dire aussi qu'il y a eu des candidatures farfelues parce que d'autres n'ont pas eu la qualification nécessaire, mais ils ont fait acte de candidature quand même. Il y en a aussi, en espérant que quand bien même qu'ils avaient les nécessaires, ils n'ont pas déposé dans le délai. Donc, j'ai ouï comprendre que dans la méthode du travail donc, de la commission chargée, bien évidemment, donc, de faire le choix, il a fallu partir avec un certain nombre de critères. Déjà, il y a ceux établis donc, par le communiqué de la fédération dans la recherche de l'entraîneur. Mais après, il y a aussi le choix, donc, les critères qui ont été établis donc, comme méthodologie de travail, c'est-à-dire affecter des coefficients par rapport à la qualification du coach, par rapport donc, à son expérience, parce que le communiqué disait aussi en toile de fond qu'il fallait un entraîneur qui ait une grande connaissance donc, du football africain. Mais au-delà de ça, je crois qu'il y a un autre exercice qui consiste donc, à passer devant la commission donc, et défendre son projet. Et dans le communiqué, ce qui a retenu mon attention, c'est qu'ils se sont basés sur la connaissance du football africain, mais également aussi tenant compte du contexte actuel qui est le nôtre. Et c'est vrai que l'opinion publique était beaucoup plus favorable donc, à un entraîneur local. Mais j'ai comprendre que les derniers événements de Kosovo et de Belgique ont fait douter. Donc la fédération et la commission, ou du moins, ont joué sur le choix de la commission. Et ils se sont dit certainement que voilà, il fallait peut-être porter le choix sur quelqu'un qui a raffolé plus de notes, puisque ça fonctionne aussi sous forme de notes, je pense. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que, il me semble aussi donc, qu'il a exigé, et ça rencontre l'assentiment aussi de la fédération, il a exigé un sélectionneur adjoint local. Donc, a priori, on peut penser que Oscar Barrow est firmé. Ou firmé. De toutes les façons, l'un ou l'autre, peut-être aussi s'il accepte donc, pour le poste de vice-entraîneur. Mais tout compte fait, je pense qu'il serait secondé donc, par un entraîneur adjoint. C'est sa volonté, mais c'est également aussi la volonté de la fédération, je pense. Donc déjà, peut-on se permettre de parier une pièce sur Hubert Velud, Adama Salamé? Bon, au vu de l'expérience que l'homme a, on a vu avec le reportage de Assami Tiamtoré, il est vraiment pétri de connaissances dans le monde du football africain, et cela peut peser en sa faveur parce que là, déjà, arriver à faire sous ce tour du monde, on va le dire, de tout de l'Afrique, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, je crois que cette somme d'expérience-là peut être vraiment favorable. Maintenant, il reste à ce que Ibé vient de dire, la réalité au niveau du football burkinabé, c'est une autre réalité. Parce que là, il faut, avec tout ce tempérament dont, voilà, par exemple, Kamou Malo a eu à partir de cette équipe, vous savez que le supporter burkinabé, il est très exigeant. Et au vu du rang que le Burkina Faso a occupé lors de la CAN, il ne sera pas permis à M. Velud de venir pour peut-être jouer les derniers rôles lors de la phase finale. Parce que là, déjà, voilà, il faudra d'abord qu'il... Bon, on ne peut même plus parler de ça, parce que normalement... la qualification est de fait. J'ai comme l'impression que vous ne calculez ni le Cap-Vert. Non, au vu de la position du Burkina, au vu des réalités de notre équipe, on ne parle même pas de qualification. On parle de ce qui va se passer en phase finale. Pour arriver en phase finale, il faut bien se qualifier. Oui, mais bien sûr, il faut discuter les matchs éliminatoires. La Zambie qui a remporté la CAN en 2012 n'a plus joué de CAN depuis 2013. Mais j'ai parlé du contexte de notre pays. Voilà. Mais je sais bien qu'il faut passer par les éliminatoires de la CAN, mais les gens voient au-delà de ces éliminatoires-là ce que les étalons pourraient faire
lors des phases finales, parce qu'on ne peut pas imaginer le Burkina Faso ne pas prendre part à une CAN au pays voisin à côté, la Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qu'on s'imagine. Mais en attendant, on va retrouver Stéphane tout à l'heure. Bien entendu, l'annonce de la nomination d'Hubert Velud en qualité de sélectionneur ne laisse personne, donc, on va dire, sur le bas-côté de la route. Yacinthe Savadogo, donc, promener sa caméra pour recueillir l'avis de certains passionnés de football. L'atmosphère qui s'y est à l'ancienne du comité exécutif de la FBF là, ne va pas se sentir sur le nouveau entraîneur qui vient d'arriver. Sinon, en matière de palmarès, c'est bien vrai qu'en plus d'être entraîneur, il faut être un management des hommes, il faut avoir l'intelligence nécessaire pour te mettre au même niveau que tes acteurs afin d'engager un bon résultat. Mais en termes de palmarès, je pense qu'il n'y a pas de commentaire à faire. C'est un entraîneur aguerri, c'est un entraîneur qui connaît l'Afrique, c'est un entraîneur qui connaît les joueurs africains. Donc je pense que pour moi, ça peut être un bon choix. Enfin, nous avons un entraîneur, on a connu son identité aujourd'hui même, il s'agit de M. Hubert Velud, qui a 62 ans, il est de nationalité française. On nous avait donné des critères qui rentrent en ligne de compte dans le choix du nouvel entraîneur. Lorsqu'on revoit ces critères, on se rend compte qu'il rentre dans les critères édictés par la Fédération burkinabé de football. Ce qu'il faut maintenant chercher à savoir, est-ce qu'il répond au portrait robot et de celui qui doit pouvoir conduire au mieux la sélection du Burkina Faso. Si Hubert Velud veut réussir, c'est déjà que la fédération, celle qui dirige actuellement, sorte Hubert Velud des palabres et des guéguerres qui ont lieu au niveau de la fédération. Et je pense qu'il n'y a même pas lieu de faire l'amalgame entre ce qui se passe à la fédération aujourd'hui et la gestion technique dévolue à Hubert Velud. Déjà, il doit imprimer sa marque. Imprimer sa marque, c'est quoi? C'est de travailler à ce que le groupe soit soudé. Ça, c'est d'un. De deux, le groupe est soudé, mais il faut un plan de jeu. Et je vois que dans le communiqué qui annonce le recrutement de M. Hubert Velud, il y a ce côté-là où il est dit qu'en plus des compétences et des capacités managériales, il faut également de la discipline. Donc je me dis que tout cela mis ensemble, si Velud a tout ce potentiel-là, il pourra réussir au Burkina Faso. Voilà, Velud, tout le mal qu'on lui souhaite, c'est de réussir sa mission à la tête des étalons du Burkina. Stéphane, on va dire, on avait pensé à Philippe Troussi, on avait pensé à Steve McLaren, pourquoi pas Firmin Sanou, Oscar Barrow, mais on n'avait pas pensé à Velud. Du peu qu'on sait de ce monsieur, est-ce que tu penses qu'il peut donc tenir le navire battant pavillon et talon? Oui, à mon avis, il peut tenir le navire battant et talon, mais déjà, il doit savoir qu'il a du pain sur la planche et vu les événements actuellement qui se passent au sein de l'équipe nationale burkinabé, sachant qu'après la CAN, l'effectif s'est cassé. Quand je parle de cassure, je veux parler du système de jeu en quelque sorte, qui a disparu, et en témoignent les 2 défaites qu'on a eues. Les 2 défaites sont pas rédhibitoires. Mais c'est certes, mais l'entraîneur qui vient, c'est un nouveau système de jeu qui vient. Kamou Malo, il avait déjà une identité qu'il a mis dans cette équipe. Oscar Barrow, quand il est venu avec son adjoint, ils ont essayé de mettre en place un autre système qui n'a pas forcément marché. Lui aussi, à son arrivée, il va essayer d'imprimer sa marque de fabrique, d'inculquer ses valeurs en termes de système de jeu à cette équipe burkinabé. Donc, ce qui encore rendra sa tâche un peu difficile d'une part. D'autre part aussi, on peut dire que ça ne sera pas un peu compliqué, étant donné qu'il a une très bonne connaissance du football africain. Donc, du coup, c'est vrai, peut-être la mayonnaise va pas prendre facilement, mais je crois que tout ça mis ensemble, s'il arrive avec l'effectif qu'on a actuellement, s'il arrive à sélectionner les meilleurs joueurs au bon poste, je crois que la qualification peut-être, c'est vrai que c'est bon, certains confrères pensent qu'elle est déjà acquise et on doit penser aux phases finales. Et pour la CAN qui aura lieu en Côte d'Ivoire, moi je pense que vous savez, le football nous a réservé pas mal de surprises. En 2019, qui aurait pu croire que les Italiens n'allaient pas participer à on va revenir avec à la CAN. Parce que le tirage au sort également, tu le sais, a eu lieu mardi dernier. On va donc revenir sur les chances de qualification des
ces étalons et bien entendu s'attarder sur les pièges à éviter absolument parce que pour participer à la CAN, il faut d'abord valider l'étape donc des éliminatoires au Burkina. On a comme l'impression que les éliminatoires, c'est juste, on va dire, un passage obligé, mais un passage obligé qu'il ne faut absolument pas rater. Mardi dernier, du côté donc de l'Afrique du Sud, avait lieu le tirage au sort des groupes constitutifs des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Au terme donc de ce tirage au sort, le Burkina Faso se retrouve logé dans le groupe B en compagnie du Togo, du Cap-Vert et de l'Eswatini. La main heureuse de l'Ivoirien Salomon Kalou pour les étalons à l'occasion du tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2023. Dans le groupe B où ils se retrouvent, les étalons disputeront les 2 places qualificatives en compagnie du Togo, du Cap-Vert et de l'Eswatini. Un groupe a priori abordable et qui marque des retrouvailles entre Burkinabés, Cap-Verdiens, Togolais et Eswatiniens. Toutefois, il faudra sérieusement se méfier du Togo et de son sélectionneur Paolo Duarte, celui qui avait permis au Burkina Faso de vaincre le signe indien Cap-Verdien en 2016. C'est donc dit que la qualification se jouera à coup sûr entre ces 3 formations. Sans faire injure à l'Eswatini, il apparaît difficile pour le Chilango Semkati, le bouclier du roi en français, de rivaliser avec les étalons, les requins et les éperviers du Togo. Pour revenir aux éliminatoires, il faut dire que les 2 premières journées se disputeront entre le 30 mai et le 15 juin prochain. Les étalons défieront dans un premier temps le Cap-Vert avant de croiser l'Eswatini pour cette phase. Les journées 3 et 4 se tiendront en septembre avec le choc face aux voisins togolais en aller et retour. Mais avant, il faudra souhaiter que les étalons et le public sportif burkinabé découvrent l'oiseau rare choisi par la FBF pour succéder à Kamou Malo à la tête de l'encadrement technique. Voilà, l'oiseau rare, c'est Hubert Velud et les éliminatoires débutent donc à la fin du mois de mai. Il faut dire que Hubert Velud ne dispose pour l'instant que d'une 40aine de jours pour entamer donc ces éliminatoires, peut-être moins de 40 jours pour bien se lancer dans ces éliminatoires. Le Burkina logé dans le groupe B en compagnie du Togo, du Cap-Vert et de l'Eswatini. Ironie du sort, le Togo est coaché par Paolo Duarte, ancien sélectionneur du Burkina, et le Burkina est coaché par Hubert Velud, ancien sélectionneur du Togo. C'est des retrouvailles à tout point de vue entre ces 2 pays, n'est-ce pas, Ibé Cabré? Oui, c'est vrai. Il faut, moi, je dis que dans ce groupe, en tout cas, il est relativement abordable. Je pense que les étalons ont suffisamment d'expérience et d'arguments pour se tirer d'affaire dans cette poule. Maintenant, comme vous le dites, le facteur X, ça va être le Togo. On sait ils n'ont pas participé à la dernière CAN, certes, mais on sait aussi l'énorme travail de reconstruction donc, que Paolo Duarte est en train de faire là-bas. Donc il va falloir faire très attention à cette équipe. Pour le reste, le Cap-Vert, on l'a joué lors de la dernière CAN, on sait à peu près ce qu'elle vaut. Mais comme on l'a dit, tout passe aussi par un entraîneur justement désormais Hubert Velud, donc qui devrait ramener vite la sérénité donc dans les groupes, dans les versets du groupe étalon. Et on verra la suite parce qu'effectivement on ne peut pas se payer le luxe comme Salambéré l'a dit, on ne peut pas se payer le luxe donc de rater l'épisode de la Côte d'Ivoire parce qu'on ne se fera pas pardonner par le public sportif. C'est en Côte d'Ivoire? Absolument. Parce donc, que notre équipe perdait tout le temps la CAN. Non, justement, mais depuis un certain moment, beaucoup doit couler sous le pont. Je crois qu'aujourd'hui, quand on dit les 10 meilleures équipes africaines, on ne peut pas occulter donc le nom des étalons. Donc du coup, on s'est dit qu'on a suffisamment donc les moyens et les arguments pour aller chercher, jouer donc cette 35e édition de la CAN, si je ne m'abuse. Voilà. Et 34e, oui. 34e, voilà. Okay. Donc, du coup, je fais allusion à la Coupe du Faso, là. Qui est à sa 34e édition. Alors, monsieur, le Burkina retrouve donc le Togo 30 ans après, on va dire, les dernières retrouvailles entre ces 2 pays en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. On se souvient encore, comme si c'était hier, le Togo avait, on va dire, mis le Burkina dans une situation inconfortable, défaite à Lomé, ce qui obligeait les poulains du coach brésilien José Barrios à l'époque a réussi l'exploit au Nigeria pour se qualifier. La suite, on ne reviendra pas là-dessus. Vous la connaissez tous parce que Rachidi Yéhine était en face. Mais cette fois, bien entendu, c'est Togo, c'est Cap-Vert, c'est Eswatini. Alors, Adama Salambéré, certains ont vite fait de mettre l'Eswatini de côté et de donc laisser la bataille dans ce groupe entre étalons, éperviers et requins. Est-ce que ça peut passer facilement? Bon, on ne va pas, comme on le dit souvent, le maçon se reconnaît au pied du mur.
Et on l'a répété, le Burkina ne peut pas se payer le luxe de manquer à ce rendez-vous de Côte d'Ivoire. Autant ne pas jouer les éliminatoires et de payer pour Abidjan alors. Ah non, parce que c'est des choses qu'il faut véritablement éviter. Parce que là, si il arrivait qu'on ne se qualifie pas, vous savez que bon, la première décision, c'est de virer l'entraîneur. Mais est-ce que le soleil va se lever à l'ouest? Non, le soleil va continuer de se lever à l'est. Voilà. Mais il faut souvent faire attention à certaines choses. Voilà. Je reviens pour dire, bon, j'ai juste dit ça, peut-être parce qu'on a peut-être envie de galvaniser l'équipe pour qu'elle aille. Mais il faut faire vraiment très attention parce qu'il y a souvent ce qu'on appelle les matchs pièges et puis les équipes qui peuvent créer des surprises. Justement, les matchs pièges, est-ce que l'Eswatini peut se révéler être l'équipe piège par excellence dans ce groupe? Non, mais moi, je ne compte pas avec les Swatini, le royaume des Swatini, parce que là, c'est une équipe qui n'a véritablement pas de palmarès, n'a jamais pris part à une phase finale de CAN. Et c'est une équipe qui n'est vraiment pas reconnue sur le plan. Voilà, ça va être comme le Soudan du Sud, qui était dans notre poule les éliminatoires passés. Il faut vraiment faire avec ces deux équipes, le Togo et le Cap-Vert. Maintenant, au fil des années, vous avez vu que le Burkina Faso a quand même pris le dessus sur ces deux adversaires-là. Surtout le Cap-Vert. Ouais, surtout le Cap-Vert, on se rappelle. À plusieurs reprises. Voilà, le Cap-Vert nous a déjà battu ici 1-0. 2-1. Voilà, 2-1. Voilà. Mais aux éliminatoires également de la Coupe du Monde 2018, je crois qu'on les a battus 2-0 là-bas et puis 3-0 ici. Et lors de la CAN également, ça veut dire qu'on a une ascendance psychologique, en tout cas sur le Cap-Vert, parlant du Togo également, avec les matchs de la CAN. Phase finale 2013. Nous les avons également battus, même si c'était aux prolongations. Donc, il y a cet ascendant psychologique qu'il faudra peut-être prendre en compte. Maintenant, il ne faut pas prendre ça en compte et puis aller dormir sur les lauriers. Il faut véritablement travailler à retrouver la confiance qu'on avait des étalons. Parce que là, on était sur une bonne trajectoire jusqu'à ce que, bon, voilà, beaucoup de choses se passent. Mais on ne va pas revenir sur ce qui s'est passé, ouais, bien sûr. Mais il faudra bien sûr prendre ça en compte parce que le coach qui va venir, il va falloir qu'il se remette encore au travail pour mettre une équipe compétitive sur place pour pouvoir aller à la conquête de ces éliminatoires-là. Ce ne sera pas facile. On sait que les Swatini et le Burkina n'ont jamais eu de match officiel, juste un match amical. Un match qui avait souri donc au Burkina, mais ça c'était en janvier 2015 à Nelspruit lorsque les étalons préparaient la CAN 2015. Alors il n'y a que 2 pays qui vont se qualifier dans ce groupe et à vous écouter, il y a 3 prétendants pour 2 places. Qui pourrait tomber entre Burkinabé, Cap-Verdien et Togolais, ambassadeur? Ça sera très difficile parce que dans ce groupe, excepté les Swahili, et tout le monde peut prétendre à la première place. Mais moi, personnellement, bien évidemment, au-delà de tout ce qui s'est passé récemment, je vois le Burkina Faso qui est favori. Oui. Et après le Burkina Faso, bien évidemment, les Cap-Vert, je vois les Riquem. Et le Togo de Paolo Duarte. Le Togo du... Est-ce qu'il ne faudrait finalement pas se méfier plus de Duarte que de l'équipe togolaise? Si, parce que récemment, et dans une interview accordée à un média togolais, Duarte disait qu'il s'attribue le mérite d'avoir construit cette équipe burkinabé pendant près de 8 ans. C'est ce qu'il avait dit également quand il était au Gabon. Oui. Donc, j'ai créé ce monstre qui mange tout le monde. Donc, le monstre va le manger alors. Donc, voilà, donc ce qui signifie que aujourd'hui, le succès que vivent les étalons du Burkina Faso aujourd'hui, il a contribué, on ne peut pas il a contribué. Donc, c'est un peu revanchard, on peut dire qu'il va affronter l'équipe du Burkina Faso. Mais moi, à mon avis, vu ce qui s'est passé récemment, c'est vrai que le Togo a été absent lors de ces dernières éditions, ces 2 dernières CAN. Et l'objectif du pays, c'est de revenir à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Il faut préciser que le Togo avait disputé sa première CAN en 1984 en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais actuellement, vu ce qui s'est passé récemment avec l'état de forme des équipes, et je crois que le Burkina Faso est favori du groupe. Et
s'en suivra les Cap-Vert et un peu comme un peu en Toka, je mets le Togo. Et maintenant, l'outsider, les troubles faits, moi je mets les Swahitini. Je pense que... C'est pas l'inverse. Il a dit qu'avant qu'il prenne la parole parce que je vois qu'il s'impatiente depuis quand même bientôt 20 minutes. En fait, il a dit quelque chose d'assez important. Il dit que avec ce qui s'est passé, il parle il va falloir amener la sérénité et tout dans le groupe étalon certainement. Mais oui comprendre aussi que ce qui plaide en faveur donc de Hubert Velud, c'est aussi son diagnostic du problème que vit la fédération et aussi des adversaires de l'équipe. Oui. Il me semble avoir fait dans sa communication, il a fait un diagnostic complet. Ibrahim Cabré, juste une petite information. La dernière fois qu'un entraîneur a convaincu dans sa communication, il a été désigné. Et cet entraîneur, c'était Gainotro. Pour les résultats, on ne fera pas les commentaires ce soir. Issa El Boudou. Non, mais c'est pas pour des trucs. Il y a notre parti, on connaît l'histoire aussi. Et la preuve qu'il a qualifié le Nigeria au mondial. Et la preuve aussi qu'il a qualifié le Nigeria pour la CAN et qu'il est resté à la maison. Voilà, donc, alors, Issa El Boudou, si tu le permets, on va poursuivre. On connaît déjà les groupes Burkina, Togo, Cap-Vert, Eswatini. Ça, c'est une certitude. Mais où est-ce qu'on va jouer? Ça, c'est la grosse question. Oui, mais monsieur, c'est à toi que je pose la question. Puisque tu es là pour les Je n'ai pas la réponse. Hein. Je n'ai pas la réponse parce que je regarde, effectivement, le tirage a été fait. On va s'empoigner dans... Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va jouer à Mbaban. On va jouer au moins... On va jouer à Praia. À Praia, on va jouer à Lomé. Oui, mais on ne jouera pas à Ouaga. On ne jouera pas à Ouaga. Donc le facteur X, c'est ça. Parce pourquoi que on ne jouera pas à Ouaga? Nous avons un stade qui ne sera pas prêt. Nous avons un stade qui ne sera pas prêt. Ça, c'est... Le stade est à 35% de... Le stade n'est pas prêt. Les éliminatoires sont déjà à nos portes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra poser la question à Yacine Sawadogo, justement, qui était présent lors de la visite effectuée, organisée par le ministère des Sports pour donc suivre l'avancée des travaux avec Hyacinthe Sawadogo. On saura si ce stade peut être prêt pour le début des éliminatoires ou bien est-ce qu'il faudra attendre encore quelques mois pour disposer du stade du 4 août. Une éternité, le temps écoulé depuis le dernier match des étalons au stade du 4 août. Le public sportif était en effet loin de s'imaginer que le match face au Soudan du Sud en mars 2021 serait le dernier suite à la suspension du stade par la Confédération africaine de football. Plusieurs mois plus tard, les travaux de réhabilitation du stade se poursuivent. À un mois du début des éliminatoires de la CAN 2023, certaines questions sur l'avancée des dits travaux ont trouvé réponse. Faisant face à de multiples sollicitations de la part des médias, le ministère en charge des Sports a organisé une visite de chantier destinée aux journalistes. Pour l'entreprise en charge des travaux, tout avance. Des vestiaires au gradin en passant par la pelouse, elles espèrent livrer le stade d'ici septembre prochain, en dépit de certains retards. Ça ne m'inquiète pas par rapport aux travaux qui sont faits actuellement. La seule chose qui m'inquiète, c'est ce qui vient de l'extérieur. Parce que vous voyez qu'avec tout ce qu'on a comme difficulté, les bateaux, au lieu de 1 mois, sont passés à 2 mois, on ne les trouve même pas. Et il y a la production, les gens ils travaillent plus chez eux que sur les entreprises. Ok, on a 3 écrans géants à poser. Notre gros souci, ce sont ces écrans-là. Selon Lassina Ouattara, le taux d'exécution des travaux est estimé à 50% à ce jour. Pour le physique, on regarde l'ensemble des travaux. Et on le fait en pourcentage et maintenant on sort ce qu'il y a. L'avantage de ça, c'est qu'on n'est pas surpris par rapport au devis de l'entreprise. Parce qu'on ne va pas se baser sur le devis de l'entreprise pour faire les taux d'exécution, puisque c'est l'entreprise qui fait son devis. Donc voilà un peu les taux. Et le délai, on a 50% de délai. Pour le ministère en charge des Sports, cette visite permet de toucher du doigt les réalités sur le terrain et de constater l'avancée effective des travaux. Les grosses œuvres sont très avancées. Nous avons une très bonne mobilisation du personnel de l'entreprise qui est à pied d'œuvre. Et nous sommes rassurés que d'ici juin, les vestiaires seront finis, la pelouse également, ce qui va nous permettre de plaider pour que nous puissions jouer nos matchs. Mais comme vous le savez, la date prévue pour la finition des travaux, c'est le 28 septembre. Donc c'est à l'issue de cette date qu'ils pourront nous livrer le stade en complet. Étant l'affaire de tous, des journalistes sportifs donnent leurs appréciations sur les travaux en cours du stade
du 4 août. On a fait plus d'1 an à jouer à l'extérieur. Je pense qu'on peut faire ce sacrifice-là de continuer et jouer à l'extérieur et finir tranquillement ce stade-là. Parce qu'il y a beaucoup effectivement de travail à faire et nous voyons que dans la perspective, ce sera un stade qui va reprendre vie et donner vraiment satisfaction au peuple burkinabé. Mais si on se précipite pour vouloir en tout cas livrer ce stade-là très rapidement, on risque effectivement de bâcler pas mal de choses et de se retrouver à la case départ. On constate qu'il y a beaucoup à faire. On constate que les matériels commandés n'est pas encore arrivé. On constate que le stade a été complètement éventré dans ses vestiaires et tout cela pour remettre les choses à neuf. On constate aussi que la pelouse malheureusement ne sera pas reprise. Une pelouse qui est vieille de 40 ans. On aurait espéré qu'on puisse nous décaper cette pelouse-là pour nous mettre une pelouse de dernière génération. L'un dans l'autre, je pense que les Burkinabés aujourd'hui ont envie de jouer, ont envie de voir l'équipe nationale jouer à domicile. La réhabilitation du stade du 4 août a un coût global de 14 milliards 700 millions de francs CFA et le délai de livraison est fixé pour fin septembre 2022, soit quelques mois avant la fin des éliminatoires de la CAN 2023. Voilà, le stade du 4 août bientôt disponible, donc pas besoin de se faire d'inquiétude. Les étalons pourront rapidement retrouver, donc on va dire le stade fétiche pour la fin des éliminatoires qui prendront fin en mars 2023. Issa El Boudou, on peut déjà se mettre à rêver à la place qu'on pourrait occuper dans ce nouveau stade, n'est-ce pas? Oui, le rêve il est permis parce que vous constatez que quand même ces dernières années on a énormément souffert. L'équipe nationale était obligée de jouer quasiment tous ses matchs à l'extérieur. Ça donne aujourd'hui des lieux d'espoir de voir ce mythique stade qui a été créé depuis 1984 en train de inauguré en 1984 qui depuis lors n'a pas eu un travail herculien de ce genre. Aujourd'hui, on est très heureux de voir qu'ils sont en train de remettre ce stade d'aplomb. C'est très bon, ça va nous permettre d'avoir un nouveau joyau. C'était très attendu, il faut penser à ça. Il faut également penser peut-être dans les années à venir aussi à Bobo, au stade de Bobo. Et puis les infrastructures, on n'en dira jamais assez. Ce sont des piliers du développement du football. Donc moi je suis très heureux et j'espère que d'ici là, comme l'a dit notre confrère Diallo, surtout, il ne faut pas faire dans la précipitation. Il faut prendre le temps qu'il faudra pour livrer un joyau digne de ce nom, n'est pas fait dans la précipitation et puis retomber à la case départ. Le stade du 4 août inauguré en 1984, c'est bien cela, IB? Oui, c'est inauguré en 1984 avec ce match amical contre la Chine. Oui. Et tu te rappelles du nom du buteur, hein? Je crois qu'il y avait un certain Bangré, non? Oui, je sais que Bangré a joué ce match. Moi, je te parle du premier buteur du stade du 4 août. Je me parle du docteur Taïrou Bangré qui n'est pas le premier buteur. Oui, mais je sais qu'il a joué ce match. Je sais qu'il a joué ce match, Stéphane. Je me rappelle pas. Alors, juste petite information, c'est un match nul, 2 partout. 2 buts partout. Voilà. Entre la Chine et les États. Oui, c'est en Chine. Récemment, j'ai vu ça dans un document de Charles Zongo. Oui. Et le nom du premier buteur? Je me rappelle plus. Salambéré? Moi non plus. Hein. Là, c'est dangereux. Hein. C'est très dangereux. C'est très dangereux, hein, monsieur. Vous savez qu'il ne faut pas se voiler la face. En termes d'histoire, il y a pas assez de documentation. Il faut aussi des. Pardon? Ongbo. Ongbo, c'est un Chinois. Là. C'est un Chinois. Puisque c'est un Chinois qui a mis le premier but. Allez, monsieur, on poursuit donc avec la 34e édition de la Coupe du Faso, une compétition qui, entre mercredi dernier, a disputé ses 32e de finale sur le terrain du RCK. Les Léopards de Saint-Camille, pensionnaires de la Ligue 2, étaient face à l'AEFA, une équipe donc de la 3e division. Ça passe pour les Léopards de Saint-Camille lors des 32e de finale de la Coupe du Faso. Face à l'association Émergence Foot AEFA, les félins de Dagnoin ont fait parler leur expérience. Du reste, ils mènent 3-1 à la demi-heure de jeu. Ils se font secouer par un magistral coup franc de Ben Yamin Kaboré à la 35e minute. Une réalisation de belle facture qui permet aux pensionnaires de l'AEFA de croire à la remontada. Ils passeront tout près lorsque le même Ben Yamin voit son deuxième coup franc trouver l'arrêt des buts des Léopards. Volontaires mais moins fringants sur le plan physique, les jeunes de l'AEFA encaissent un 4e but quelques secondes avant de regagner la pause. 4-2 en faveur des Léopards au bout de la première période.
En seconde partie, Ayofa accuse la fatigue. Les Léopards en profitent pour inscrire un 5e but par l'entremise de Bertrand Zundi avant de s'illustrer par plusieurs ratés monumentaux. 5-2 pour les Léopards qui se qualifient pour les 16e de finale de la Coupe du Faso. En dépit de l'écart au score, le coach des Léopards ne veut pas entendre parler de match facile. Bon, vous savez qu'en football, il n'y a pas de match facile. Dire que c'est une qualification facile, ça veut dire qu'on est tombé sur une équipe faible. Pourtant, elle n'a pas démérité. Bon, c'est vrai que nous avons gagné par un score de 5-2. Mais bon, en Coupe du Faso, tout est possible. Donc, quand les équipes viennent, il faut les prendre au même pied d'égalité et puis jouer. Pour Ablassé Kaboré, coach de l'Ayofa, la marche était certes haute, mais l'expérience valait la peine. Bon, honnêtement dit que je suis d'ici, c'est trop dit. C'est tout simplement, c'est une jeune génération. C'est des petits, c'est des poussés. Donc on essaie de faire avec, jouer avec des expérimentés. Donc on savait quel match nous attendait. Sinon on dit que je suis d'ici, non, leur comportement, vraiment, ils ont monté un peu. C'est le niveau seulement qui se dépasse un peu. C'était sur le plan physique seulement qu'on a pissé. N'ayant plus rien à jouer en Ligue 2, le club tentera d'aller plus loin possible en coupe afin d'embellir la saison. Voilà les Léopards qui se qualifient pour les 16e de finale de la Coupe du Faso édition 2022. Même performance réalisée par donc la DSCA. Voilà donc une équipe de l'armée nationale, la DSCA, qui était face donc à New Star. Ces deux équipes sont méconnues du public sportif. New Star, une équipe de 3e division, et la DCSA, une équipe réserve de l'USFA. Arrivée en 32e de finale était déjà une prouesse, mais ces deux équipes ont montré un niveau exemplaire. En première période, la DCSA prend le dessus sur New Star en se créant quelques occasions à l'image de cette frappe complètement dévissée. À la suite, les deux équipes font circuler le ballon sans crier le danger jusqu'à quelques minutes de la pause. New Star obtient une occasion mais manque de lucidité. En seconde période, c'est New Star qui se crée la première occasion mais manque toujours de finition. La DCSA à la suite met le pied sur le ballon, conserve la possession sans pouvoir prendre le dessus jusqu'au coup de sifflet final. Il faut faire recours aux séances de tir au but pour départager les deux équipes. Les 3 premiers de chaque équipe réussissent. New Star rate les 2 derniers et la DCSA le dernier. DCSA réussit donc 4 tirs contre 3 et passe en 16e de finale. C'était un peu très difficile. Voilà, vous avez vu le déroulement du match. Ce n'était pas aussi simple. Ça s'est déterminé par un coup de chance, le tir au but. C'est vrai qu'il y a l'application, mais la chance fait partie. Puisque nos éléments, ce sont des juniors et puis les militaires qui sont allés en formation, qui reviennent, qui ne sont pas en compétition, on essaie de les mettre en forme. Donc on s'est trouvé que New Star, ils jouent le 2-3. C'est eux qui sont plus compétitifs que nous. Voilà, mais avec tout ça, nos éléments sont appréciés puisqu'ils ont mieux le maillot. New Star étant sur 2 tableaux, le championnat national de 3e division et la coupe, a manqué de fraîcheur physique, dira son entraîneur. Pour lui, il faut se concentrer à présent sur la demi-finale régionale du championnat pour espérer sauver la saison. Aujourd'hui, franchement, ils n'étaient pas à leur niveau. Ils n'étaient pas à leur niveau. Voilà, il y a les personnes qui n'ont pas respecté les consignes qu'on leur a données. Donc pour laquelle on se met à chaque moment à crier. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Je pense que c'est la volonté de Dieu. Voilà. Effectivement, on a manqué de fraîcheur physique. On leur avait parlé ça au début, parce que c'est une équipe militaire. On savait que dans les parcs physiques, ils étaient là. On leur avait parlé de ça, de libérer le ballon, mais ça n'a pas été bon. Donc. La DCSA, après le tirage au sort des 16e de finale, sera face à l'Asfa Inega pour le compte des 16e de finale. Voilà, des 16e de finale de la Coupe du Faso qui s'annonce déjà. Vous le savez, le tirage au sort a été donc effectué hier jeudi. Si vous le permettez, on va donc voir le tableau donc, de ces 16e de finale de la Coupe du Faso. On verra donc un choc entre l'ASEC de Koudougou et l'ASO. Voilà, il y a un match entre donc bien entendu l'équipe donc du RCK face à Kiko FC, Carrefour Fata ASK et Ziz USFA, JCB
AS Douane, c'est faible. Sia Foot, Isco, AS Saint-Etienne de Bourg-du-Lasso, Salitas, AS Police, Vitesse SC, AS Eco, ASC Raimo, AFCT Uzi, Canon du Sud, ASFB, AS Sonabel Royal FC, Léopard de Saint-Camille Majestic, RCB EFO et DCSA Asfa Yelenga. Voilà, donc on a remarqué ce choc entre équipes de première division, notamment ce choc AS Sonabel Royal FC et cet autre match bien entendu entre Salitas et l'AS Police. On pourrait presque dire, hein, ça va RCB EFO aussi. RCB EFO. Et RCK Kiko. RCK Kiko, surtout pour le RCB qui n'a pas encore donc validé son maintien au C d'élite. Faudra-t-il faire le choix entre la Ligue 1 et la Coupe du Faso côté RCB IB Cabré? Moi, je pense qu'il faut sauver l'essentiel qui est le maintien au niveau de la Ligue 1. Et après la Coupe du Faso, si ça passe, tant mieux. Mais je pense que le plus urgent, c'est de se concentrer, donc optimiser donc ses énergies pour le maintien, parce que le RCB quand même qui tombe en deuxième division, c'est tout Bobo qui prend un coup, j'ai envie de dire. C'est tout Bobo qui prend un coup, mais l'étoile filante de Ouagadougou également, c'est vrai, le maintien est déjà assuré pour la Reine des Stades, mais également les Faux qui courent pour donc un titre de champion. C'est vrai que pour les Faux, c'est la même question, Issa El Boudou. Faut-il donc mettre l'accent sur la Coupe du Faso, tenter de la remporter, ou bien est-ce qu'il faut se concentrer et tenter de refaire son retard sur la Sfaïninga et remporter la Ligue 1? Je pense que pour les Faux, ils pourraient se retrouver dans un dilemme. Contrairement au RCB où je suis entièrement d'accord avec IB, s'il y a un choix à faire, moi je fais le choix immédiatement, c'est de chercher à jouer pour sauver sa saison en première division. Moi je viens de Bobo, j'ai écouté un peu à l'heure actuelle les avis des uns et des autres à Bobo. Le RCB en deuxième division, ça sera très catastrophique. Donc le choix il doit être rapidement fait. Maintenant pour les Faux, il va falloir mesurer les forces qu'ils ont pour pouvoir décider. Est-ce qu'il faut aller chercher le titre? Est-ce qu'il faut? Mais je pense que les Faux va pouvoir jouer sur les deux tableaux. Mais pour le RCB, pour moi, le choix, il est rapidement fait. Il faut sauver ce qui est à sauver, c'est-à-dire se maintenir pour la saison prochaine. Parce qu'on voit que des différentes équipes concernées donc, par cette situation difficile en fin de saison. On a l'ASFB qui croise le Canon du Sud, on a donc l'ASK qui sera face donc, à la Carrefour, Kiko FC qui va également jouer le RCK. On a comme l'impression que ceux-là qui ont des soucis en Ligue 1 ont un tirage plus ou moins favorable, à exception faite du RCB. Alors, pour des équipes comme l'ASK, pour des équipes, bien entendu, comme Salitas, qui joue l'AS Police, est-ce qu'on fait une croix sur la Ligue 1, on se dit c'est fini, on est rétrogradé en Ligue 2, et on fait tout pour remporter la Coupe du Faso avec, in fine, l'espoir d'être africain la saison prochaine, Salambélé? Moi, je pense que pour les équipes qui sont un peu en haut du tableau et qui rentrent en lice pour ces 16e de finale de la Coupe du Faso, c'est des équipes qui peuvent essayer les deux tableaux, parce que là, de toute façon, toutes les équipes ont les mêmes difficultés actuellement, parce que problème d'effectifs, problème de fatigue, il y en a. Maintenant, c'est à l'équipe qui va peut-être se sacrifier véritablement pour aller jouer ces deux tableaux-là qui pourra peut-être fonctionner. Et en tout cas, pour les équipes qui sont au haut du tableau, je crois que les deux tableaux sont jouables et il faut aller à fond. Il faut aller à fond. Alors, messieurs, si vous le permettez, après donc, la Coupe du Faso, on parle de la Ligue 1, l'ONAB, un championnat qui, ce week-end-là, va tout simplement disputer donc, sa 26e levée. C'est bien sûr, n'est-ce pas, IB? En tout cas, des équipes connaissent des fortunes diverses. Si l'ASFA Yelenga, l'Étoile filante de Ouagadougou, le RCK, l'ASEC de Koudougou, l'AS Douane ont les yeux rivés sur le titre. D'autres au bas du tableau, Salitas, le RCB, l'ASFB, le Kiko FC, et j'en passe. En tout cas, eux regardent tranquillement ce qui pourrait se passer. La Ligue 2 se rapprochant davantage d'eux. Mais avant cette 26e journée avec Assami et Thiam Touré, on fait le point de la conférence de presse d'avant-match. Pourtant, parce que nous avons donc un sulfureux Étoile filante de Ouagadougou à Sonabel. Après un score nul au match aller entre les Faux et l'AS Sonabel, les deux équipes pour ce match retour comptent se départager. Les Faux, 3e au classement, par favori, mais se dit méfiant
avec l'arrivée de nouvel entraîneur de l'AS Sonabel. Car cela ne tienne, le coach compte avoir le gain du match. Quand on va à un match pour gagner, sinon c'est pas la peine d'y aller. Maintenant, pour revenir à la situation de la Sonabel, bon, à la phase aller, on a fait match nul. Ils étaient dans une situation assez critique. Les dirigeants ont fait des options qui apparemment donnent des résultats. Mais de façon globale, l'après le départ d'un coach, il y a toujours un sursaut, il y a toujours un temps pour faire des performances. Dans tous les cas, que ce soit avec l'ancien staff, avec le nouveau staff, nous on va le samedi pour gagner. Donc peu importe qui est sur le banc. Les électriciens, effectivement, pour le premier match avec Adama Yanogo sur le banc, ont obtenu une victoire, 3 points qui soulagent et donnent plus de confiance à l'équipe. Selon le coach, seul le discours a changé. Je pense que c'est pratiquement le même message, mais avec beaucoup plus de prudence, voilà, pour que, en fin de compte, on puisse obtenir un résultat positif. Et je pense que jouer l'étoile filante de Ouagadougou, c'est une bonne chose pour nous. Et pour, comme on l'a si bien souligné, l'arrivée d'un entraîneur, ça peut créer un déclic au niveau du groupe. Et si nous avons la chance que ça soit ainsi, avec l'étoile filante de Ouagadougou, on va dire tant mieux. Cette rencontre est prévue se tenir ce samedi également au stade Issoufou Joseph Konombo à partir de 18h15. Voilà, l'AS Sonabel donc, qui affronte les faux pour les électriciens. Il s'agit là du deuxième match du coach Adama Yanogo, lui qui le week-end écoulé s'était donc donné le plaisir de faire tomber la vieille dame. Après l'ASFA, l'étoile filante de Ouagadougou sera-t-elle la prochaine victime des électriciens? Stéphane Bassadia. On attendra de voir parce que c'est vrai que pour son premier match, il a ramené la lumière du côté des électriciens qui étaient en panne. Étrangement, hein, les électriciens en panne d'électricité. Oui, justement, ils étaient en panne pour son premier match. Du coup, il amène la lumière, mais est-ce que ça sera le cas face à l'EFO? Mais toujours est-il que l'AS Sonabel a... Je le souhaite, hein. Bah ouais, parce que ça fera le bonheur des Assoisiens, mais toujours est-il que l'AS Sonabel a retrouvé cet esprit et vu le match qu'ils ont disputé contre l'ASFA Yenega, il y a certains automatismes qui sont venus et il y a certaines individualités qui étaient perdues qui ont commencé à revenir. En témoigne le coup franc magnifique de Walid Guira, voilà, contre l'ASFA Yenega. Donc je pense que ça sera difficile, mais on n'exclut pas une surprise de l'AS Sonabel. Justement, l'étoile filante de Ouagadougou, elle qui avait eu donc maille à passer au contrôle de l'AS Police, l'EFO, saura-t-elle trouver l'emplacement du disjoncteur face à l'AS Sonabel? Issaka Ilboudo, il demande de réponse. Oui, je pense que l'étoile, au regard de sa situation actuelle, peut aller chercher cette information. C'est vrai qu'il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, il y a une dynamique. Ils ont réussi à terrasser l'ASFA Yenega. Mais est-ce que les deux gros mastodontes vont accepter en l'espace de 2 semaines se faire balayer par... Parce qu'ils sont amis? Voilà, non, ils ne sont pas amis, mais quand même ça reste... Oui, parce est-ce qu'ils ont une destinée? Et n'oubliez pas que la rivalité qui est entre ces deux formations fait que, vous avez entendu tout à l'heure, IB en France au Nord dit que ça sera peut-être la bienvenue. Oui. Maintenant, d'autres personnes pensent autre chose que parce qu'ils ont battu l'ASFA. Voilà. Tu as envie de me dire que quoi? Moi, je pense moi personnellement, je pense par exemple que ça va être très difficile pour l'AS Sonabel. Oui. Voilà. Et au regard quand même de la prestation de l'étoile filante à l'heure actuelle. C'est vrai qu'ils ne sont pas, ces derniers temps, ça a un peu coincé, mais ils vont prendre cette équipe au sérieux parce qu'elle vient de battre l'ASFA Yenega. Donc pour moi, est-ce qu'ils vont passer ils vont pouvoir, voilà, je pense que ça va être un bon match, mais je peux miser une pièce quand même sur l'étoile filante de Ouagadougou pour cette rencontre. De toute façon, on a posé la question à l'entraîneur, hein, aux deux entraîneurs d'ailleurs. On leur a demandé est-ce que le fait que l'AS Sonabel qui joue le maintien, ils l'ont dit, et qui bat la rivale légendaire de l'EFO, l'ASFA Yenega, est-ce que ça ne sera pas une motivation supplémentaire pour aller chercher l'étoile filante de Ouagadougou? Le coach de l'EFO a dit nous avons tiré beaucoup d'enseignements de ce match à AS Sonabel, l'ASFA Yenega. En tout cas, il
il ne compte pas commettre des erreurs pour véritablement laisser des espaces à l'AS Sonabel. Et l'AS Sonabel qui dit également, voilà, nous avons un nouvel entraîneur qui est arrivé et qui a changé véritablement le discours. Nous sommes motivés véritablement pour relancer la machine qui était grippée quelque part. Et ils espèrent aligner 2 victoires de suite pour atteindre leurs objectifs. Alors, qui plus est 2 victoires de suite face donc à l'Asfa Yenenga et à l'Étoile filante de Ouagadougou. Il nous rappelle que EFO AS Sonabel lors de cette 26e journée, il y aura également RCK, USFA et Assami et Tiamtouré nous revient avec donc les propos d'avant-match. Le championnat national tire vers sa fin et les rencontres deviennent de plus en plus palpitantes. Pour cette 26e journée, le Rail Club du Kadiogo sera face à l'US Forces Armées. Dauphin à 1 point du leader Asfa Yenenga, les Faucons sont déterminés à prendre la première place et ça passe forcément par l'USFA. Je me dis que de par notre position, être deuxième et puis dire qu'on ne veut pas chercher là-haut, ça serait vraiment très compliqué. Parce que nous, on joue vraiment pour le titre. On joue pour le titre. Parce que être deuxième, à 2 points du premier, à 1 point du premier, c'est dire qu'on va jouer le titre. Les 5 matchs restants, on va jouer, on va aller chercher, Inch'Allah. Est-ce que vous savez que vous avez réussi de remporter ce match? Si à l'envie, je me dis qu'Inch'Allah, on va s'en sortir. C'est pour gagner ce match-là pour pouvoir bien se positionner. Parce que toutes les équipes sont prêtes, c'est dire qu'il n'y a pas de petits matchs. Ce sont des grands matchs qu'on va jouer durant le reste du championnat. Donc nous, on prie Dieu, Inch'Allah, remporter ce match-là. Chez les militaires, après la 25e journée, on totalise 36 points et classé 7e. Selon l'entraîneur adjoint, les ambitions n'ont pas changé. L'USFA vise le titre et pour ce match, la clé sera l'envie de gagner. La clé du match, comme tous les autres matchs, c'est bien d'abord l'envie. Si les joueurs ont de l'envie, s'ils ont de la détermination, les restes, si ils sont bien physiquement, s'ils récupèrent bien physiquement, la fraîcheur physique, je pense que ça fera la différence. Mais l'envie, la détermination qui font toujours la différence dans notre championnat. Match assure samedi à la première heure au stade Issoufou Joseph Konombo. Voilà, on découvre à présent le tableau des oppositions de cette 26e journée de la Ligue 1 l'ONAB. Voilà, donc on voit en première opposition ASFB, AS Douane, USFA, RCK, l'EFO qui donc affrontera l'AS Sonabel, tandis que l'ASK accueille l'ASEC de Koudougou, le Royal de Bobo accueille le Majestic et il y aura un petit derby à Bobo entre donc, le Vitesse de Mamadou Zongo d'Ibebeto et le Racing Club donc, de la ville Saditas accueille le Kiko FC et l'ASFA Yenenga devra se coltiner l'AS Police tombeur il y a quelques jours de cela de l'Étoile filante de Ouagadougou. Voilà, on revient sur ce plateau. Le championnat national tire donc vers sa fin. Plus que 4 matchs. L'on connaîtra donc le successeur de l'AS Sonabel. Les équipes se tirent à bout mutuellement, mais les arbitres également ont un rôle à jouer. Eux qui depuis quelques journées font l'objet de plusieurs critiques, des critiques parfois très acerbes. Pour montrer patte blanche et faire donc office de bonne foi, la CCA a animé une conférence ce jour, même conférence qu'Assami Tiamtouré a suivi pour nous. Ils étaient nombreux à répondre présents à cette conférence de la Commission centrale des arbitres. Une initiative en vue de permettre aux acteurs de football de connaître les lois qui régissent le football. 4 modules ont été développés par des experts burkinabés, à savoir le concept et principe du fair play, la loi 11 qui porte sur le hors-jeu, la loi 12 en rapport avec les fautes et les incorrections en mettant l'accent sur les fautes de main et l'avantage accordé parfois lors des fautes commises. Nous avons estimé que avec notre contexte national, le niveau de football et au niveau de l'avancement du championnat, notamment de la Ligue numéro 1, nous avons estimé que le moment est venu, en tout cas, de tenir cette conférence-là pour tenter d'apporter notre contribution à l'amélioration de la situation des violences sur le terrain. J'ai parié que plusieurs acteurs ne connaissent pas les lois du jeu, ne connaissent pas les règles du jeu. Et bon, même quand ils connaissent les règles du jeu, la passion fait qu'on passe outre. Et un des objectifs de la conférence, c'était aussi quand même de faire comprendre au monde sportif, aux acteurs, que l'arbitre est un homme comme tous les joueurs, comme tous les autres acteurs, qui peut faire des erreurs, et que dans tous les cas, il faut le respecter, il faut respecter ses décisions pour permettre au jeu de se dérouler de façon harmonieuse.
Présent à cette conférence, la Fédération burkinabé de football apprécie positivement l'initiative. Pour les premiers responsables, tous les acteurs doivent avoir connaissance de ces lois de jeu afin de pouvoir mener à bien les activités qui gravitent autour. Nous attendons de cet atelier-là au niveau des participants, que ces participants-là soient des relais auprès du public sportif et même vous les journalistes de la presse, que vous puissiez apporter ces informations qui vont être distillées autour de ces ateliers-là pour que chacun de nous, un temps soit peu, soit informé. Vous savez, les points qui seront abordés sont des points essentiels. La faute de main, le hors-jeu, c'est des actions qui souvent apportent beaucoup de discussions sur le terrain, ce qui amène des difficultés. Donc nous attendons que, au sorti de cet atelier-là, que vous soyez le relais, que les participants aussi puissent être de bons relais auprès de tous ces publics sportifs-là, pour que nous puissions assister à un championnat vraiment apaisé, avec un champion qui va être plébiscité à tous les niveaux. Même son de cloche sur les supporters. Pour le président de l'UNCE, cette conférence est arrivée à point nommé et à travers ces informations, l'UNCE prendra le relais pour faire connaître la nécessité de la connaissance des lois de jeu aux supporters. Oui, nous-mêmes, nous sommes en train, c'était dans notre programme. Dans les 13 régions, on doit organiser des conférences pour un peu expliquer les règles du jeu aux supporters pour qu'ils comprennent un peu. Parce qu'on sait que l'arbitrage, c'est pas facile. L'erreur est humaine, une petite erreur. Nul n'est à l'abri de l'erreur. Tu peux faire l'erreur et puis commettre vraiment des trucs et qui va beaucoup blesser. Donc nous sommes prêts à faire les conférences dans les régions pour un peu initier les supporters aux règles du jeu. Plus que 5 journées avant la fin du championnat et avec le classement à l'issue de la 25e journée serrée à tous les niveaux, il était important d'initier une telle activité afin d'éviter tout désagrément. Voilà les arbitres donc qui font leur profession de foi. Les rencontres seront officiées avec le plus d'impartialité possible. On espère qu'au soir de la 30e journée, on connaîtra donc le champion et ça se joue entre plusieurs équipes, donc le leader l'AS Fayelinga et le 6e donc l'AS Douane. Il y a donc seulement 3 points. AS Douane, ASEC de Koudougou, RCK, AS Fayelinga, Étoile Filante de Ouagadougou. C'est lancé. À vos paris, messieurs, c'est tout pour Sport 3 de ce jour. Prochain rendez-vous d'informations sportives sur Tweet TV, c'est pour lundi. Mais avant ce lundi, restez fidèles au programme de Tweet TV, la télé interactive.